j'aimerais vous parler un peu de mon livre. Je vais vous présenter mon livre. J'aimerais vous dire ce que je trouve personnellement le plus important dans ce livre-là. C'est un livre assez compliqué, sans doute. On a essayé d'écrire un livre pour le public en général, mais tout de même, c'est compliqué. Je vois un t-shirt là, que la vérité est toujours complexe. Eh bien, les guerres sont des phénomènes historiques très complexes. On ne peut pas expliquer en quelques mots. Mais certainement, ce n'est pas certainement le cas que c'est noir et blanc. C'est les bons contre les mauvais. Dans un sens, bien sûr, il y avait les mauvais, il y avait les bons. Mais c'est plus compliqué que ça. Moi, à l'école, en Belgique, plus tard, au Canada aussi, en parlant de la Deuxième Guerre mondiale, on a toujours pensé aux Américains comme nos sauveurs, nos libérateurs, des gens qui sont venus juste pour nous libérer, sans penser à rien d'autre. Eh bien, c'est un mythe. C'est pas vrai du tout. Et on savait déjà, au début, en fait, sans même réfléchir trop là-dessus, que ça pourrait pas être vrai. Parce que si les Américains avaient voulu sauver la démocratie, se battre pour la justice, contre le fascisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, pourquoi ils ont attendu jusqu'en décembre 1941? Une bonne question, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une bonne question. Pourquoi ils ne sont pas venus tout de suite pour aider les petits Belges, les Français, les Britanniques, la démocratie, le côté de la démocratie, pour ainsi dire? Pourquoi ils ont attendu? En fait, les Américains sont entrés en guerre, peu de gens le savent, en décembre 1941, à la suite de l'attaque japonaise à Pearl Harbor, n'est-ce pas? Alors, on a le droit de se poser la question, sans cette attaque japonaise, les États-Unis, quand pourraient-ils déclarer la guerre à Hitler? Peut-être jamais, on ne sait pas. Alors, apparemment, ils n'étaient pas tellement intéressés à libérer les petits Européens, n'est-ce pas? Les Américains, le rôle de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale est un thème complexe, mais tout de même très, très intéressant. Et moi, j'ai commencé à y réfléchir, à lire des livres là-dessus. À un moment donné, j'avais pensé d'écrire un article là-dessus. Eh bien, ça ne marchait pas parce que j'ai fini par écrire un livre de quelques 250 pages. Toujours trop de pages, en fait, ou pas assez, selon le cas. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais oui, mais vous ne parlez pas de ceci ou de cela ». On ne peut pas parler de tout. J'essaye de parler de l'essentiel. Alors, quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est ceci. C'est certain que beaucoup d'Américains, la majorité des Américains, détestaient le nazisme, le fascisme et Hitler. Mais pas tous. Pas tous. En fait, c'est une réalité, et on n'aime pas en parler trop à la télévision américaine, que beaucoup d'Américains, ils aimaient Hitler. Ils aimaient Mussolini, ils aimaient Franco, ils aimaient le fascisme, ils aimaient ce mouvement-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on pourrait dire, bien sûr, que c'était le cas dans chaque pays. En France, en Belgique, il y avait aussi des gens qui aimaient Hitler, des gens qui aimaient le fascisme, qui souhaitaient avoir chez eux un système comme celui d'Hitler, comme celui de Mussolini. Il y avait des collaborateurs partout, n'est-ce pas? Et des résistants. Alors, dans chaque pays, il y avait les deux côtés, pour ainsi dire, et beaucoup de gens au milieu. Mais ce qui est important, dans le cas des États-Unis, c'est que la minorité, et c'était en effet une minorité, qui aimait le fascisme aux années 30, et même jusqu'au début de la guerre, qui aimait Hitler, qui aimait Mussolini, qui ne sympathisait pas du tout avec le côté de la démocratie, comme on le présente aujourd'hui. Ce n'était pas une petite minorité peu importante, c'était l'élite de la société américaine. Et quand je parle de cette élite de la société américaine, je parle d'une petite élite, même pas 2% de la population, qui a le pouvoir politique et surtout économique. En fait, c'est l'élite économique qui monopolise le pouvoir politique en Amérique. C'est toujours le cas aujourd'hui. Vous le savez, ce n'est pas une coïncidence que déjà en quelques années, on a 2 fois déjà un type de la même famille, Bush, qui devient président. Que chacun pense toujours à un Kennedy, peut-être comme le prochain candidat des démocrates. C'est un peu le même genre, la même famille. Bien sûr, il y a 2 partis, mais ça joue un grand rôle. Alors, cette élite américaine, l'élite du pouvoir, comme on dit en Amérique, de power elite, pour le dire en anglais, était pour Hitler. Ils aimaient Hitler. Jusqu'à quand?
En 39, oui. 40, oui. 41. Il les met en fait, même après Pearl Harbor. Et comment est-ce que nous savons ça? Ou plutôt, pourquoi? Je veux dire pourquoi. Cette élite américaine avait, avant la guerre, de grands problèmes. Parce que pour expliquer la guerre, il faut commencer après la guerre. Et en fait, quand on parle de la guerre, on doit aussi parler de l'après-guerre. La guerre n'est pas un phénomène historique unique qui est là tout d'un coup. Et qui, après, c'est fini. C'était comme un mauvais rêve. Non, non, ça continue. Alors, il faut connaître la préhistoire de la guerre afin de comprendre la guerre. Alors, aux années 30, cette élite américaine avait un grand problème. En fait, ils avaient deux problèmes. Et il faut savoir ça afin de comprendre leur attitude envers le fascisme et Hitler. Le premier problème, c'était le grand problème des années 30. C'était la dépression. C'est la grande crise économique. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Mais souvent, on vous présente dans le livre d'historien la crise donc, économique. Bah, c'était dans les années 30 et après, c'était la guerre. Mais il y a un lien entre les deux. Il ne faut jamais oublier ça. La crise économique, c'était dur en France, c'était dur en Allemagne, et c'était dur en Amérique. Et c'était quel genre de crise, cette crise-là? Eh bien, la crise économique en Amérique, c'était comme la crise ici, le problème, c'était la surproduction. L'industrie américaine était devenue tellement efficace, tellement productive, qu'on produisait trop pour pouvoir vendre toutes ces choses-là au public américain. Pensons par exemple au cas de l'industrie de l'automobile. Pensons à Henry Ford, le plus grand industriel de l'Amérique de l'entre-guerres. Lui, en fait, avait introduit des systèmes pour améliorer la productivité. Auparavant, on produisait une voiture par jour dans une usine à Détroit, et après les innovations de Henry Ford, on produisait 20, 100 donc, automobiles par jour. Mais qui allait acheter ces automobiles-là? Les Américains, l'Américain moyen à ce moment-là n'était pas riche. Aujourd'hui, on pense facilement que tous les Américains sont riches. Eh bien, c'est une illusion. Même aujourd'hui, la majorité des Américains ne sont pas riches. Et d'ailleurs, le taux de la pauvreté en Amérique, c'est 20% de la population. Ça fait combien de personnes? 40 millions. 40 millions, c'est une majorité en France, n'est-ce pas? C'est des gens qui sont officiellement pauvres. Aujourd'hui, aux années 30, les Américains étaient beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui. Alors acheter une automobile de M. Henry Ford, c'était impossible. Et pourtant, on en produisait tout le temps. Alors, c'était cette crise, la surproduction, qui veut dire que les gens ne pouvaient pas acheter, alors on fermait les usines, il y avait trop de stock. Alors comme ça, il n'y a plus de chômage. Alors, il y avait le chômage, il y a toutes sortes de problèmes sociaux. Et bien sûr, le plus important du point de vue de M. Ford et ses collègues, on peut dire, je crois, les grands capitalistes américains, c'est que les profits n'étaient pas comme auparavant. Ils ne devenaient pas pauvres, hein, ils avaient toujours leur belle villa, bien sûr, mais tout de même, ils ne gagnaient pas les sous qu'ils voulaient gagner. C'est un problème, un grand problème. Alors, comment résoudre cette crise économique? Comment trouver une solution pour cela? Deuxième problème, c'est qu'en Amérique, aux années 30, la situation était différente. Il y avait en Amérique quelque chose qui, apparemment, il n'y en a plus, c'est des rouges. C'était des gens qui s'appelaient socialistes, anarchistes, communistes. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup en Amérique. Impossible à croire aujourd'hui, mais c'est un fait historique. Après la révolution russe, il y avait en Amérique beaucoup de sympathie pour le bolchevisme, pour le communisme. Il y avait un parti communiste, il y avait un parti socialiste. Ils avaient un certain succès aux élections. Et eux proposaient une solution pour la crise dont je viens de parler. Quelle solution? Bien, une solution radicale. Un autre système. Un système comme dans l'Union soviétique. Est-ce que cette solution-là, c'était la solution voulue par M. Ford et ses copains? Eh bien sûr non. Eux, ils voulaient une solution de la crise au sein du système, sans changer le système même. Mais leur problème, c'est le deuxième problème. Le premier problème, on ne gagne pas assez de sous. Le deuxième, c'est qu'il y a de plus de gens en Amérique qui réclament une solution radicale, qui demandent du changement
radical et même du changement révolutionnaire, comme en Union soviétique. À cause de cela, bien sûr, on détestait, l'élite américaine détestait tout ce qui était gauchiste, socialiste, marxiste, surtout communiste. Et l'Union soviétique était perçue par cette élite-là comme la source d'inspiration, la source d'inspiration des rouges américains, des Américains rouges. Les historiens américains parlent des années 30, des dirty 30s, les sales années 30, à cause de la crise économique. Et aussi, ils parlent des red 30s, les années 30 rouges, parce qu'il y avait tant de marxistes, socialistes, communistes, etc. Alors ça aussi, c'est un problème pour M. Fort et ses copains. Alors comment résoudre cette crise-là, résoudre ce problème-là? Eh bien, vers le milieu des années 30, petit à petit, l'élite américaine s'est aperçue, s'est rendue compte qu'il y avait tout de même une solution à leur goût. Mais plus tard, ils se sont aperçus qu'il y avait une autre solution, encore meilleure. Je vais vous présenter ces deux solutions. La première solution s'appelait le fascisme. La deuxième solution s'appelait la guerre. Ok? Alors, il y a des gens qui disent, mais comment pouvez-vous dire que pour l'élite américaine, le fascisme, qui est même un phénomène européen, était perçu comme une solution pour les problèmes économiques et sociaux de l'élite américaine aux années 30, parce qu'il n'y avait pas de mouvement fasciste en Amérique. Eh bien là, la réponse est assez simple. Si, il y avait des mouvements fascistes en Amérique. Il y en avait. Et ils ont joui du support, ils ont été financés par ces grands capitalistes américains, comme ça avait été le cas en Italie et en Allemagne. Mais ce n'est pas nécessairement ça ce que je veux dire. Ce n'est pas comme si M. Fort et ses amis et ses collègues voulaient installer un système fasciste à Washington. Non, mais ils aimaient ce que Hitler et Mussolini avaient fait chez eux. Parce que, du point de vue de l'élite américaine, Hitler et Mussolini avaient résolu les deux problèmes qu'ils avaient chez eux, en Allemagne et l'Italie. Comment ça? Eh bien, ils avaient apparemment trouvé une solution pour la crise économique en créant de l'emploi et en redémarrant l'industrie et en annonçant les profits des grands capitalistes allemands et italiens, surtout par un programme de réarmement. En Allemagne, par exemple, Hitler est arrivé au pouvoir et on sait que le chômage a diminué sous Hitler. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est en construisant les autobahns, les autoroutes qu'il a fait ça. Mais non, il a surtout fait ça en exigeant, en demandant et en offrant aux industriels allemands, donc de préparer une guerre. Alors Hitler, par exemple, Hitler n'était pas communiste, il n'a pas nationalisé ou étatisé l'industrie allemande, il a simplement dit aux types comme Krupp, alors produisez pour l'armée, on vous payera, et comme ça il y aura du travail pour tout le monde, et vous gagnerez beaucoup d'argent. Ça, cette idée-là plaisait beaucoup à M. Henry Ford. Et la raison pour laquelle ils aimaient cette solution-là, est-ce que eux, les industriels américains, profitaient directement du programme de réarmement allemand. Comment ça? Les usines de Ford et de General Motors, ils se trouvent tout de même à Détroit, n'est-ce pas, et à Chicago. Oui, mais les gens ne savent pas qu'aux années 20 déjà, à la suite de la Première Guerre mondiale et des problèmes financiers de la France et de l'Allemagne au cadre des réparations allemandes, les Américains avaient investi beaucoup d'argent en Europe aux années 20, et surtout en Allemagne. Par exemple, en 1929, General Motors avait acheté 100% la plus grande usine d'automobile allemande Opel. Vous connaissez la marque Opel, n'est-ce pas? À Rüsselsheim, tout près de Francfort. Et dans la même année, Ford avait établi une très grande usine à Cologne, toujours là, au bord du Rhin. Il y a beaucoup de Ford ici en Europe,
nous, les Canadiens, les Américains qui arrivent ici en France, en Europe, on voit que ce n'est pas le même modèle que chez nous, parce que en fait, c'est des modèles produits par Ford Europe en Allemagne. Alors, bien que ces usines-là étaient la propriété donc d'associations de firmes américaines, ces usines aussi profitaient du boom, donc de l'explosion du business généré par le réarmement d'Hitler. En fait, aux années 30, Ford et ses copains ont commencé à faire beaucoup d'argent en Allemagne. En même temps, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, très peu en Amérique, mais en Allemagne, sous Hitler, ils ont profité. Ils ont profité parce qu'Hitler leur disait « c'est pas la peine, mes chers amis, d'essayer de produire de petites voitures pour le citoyen allemand. Vous allez maintenant produire des camions, des chars et des avions. Et on vous payera. » Monsieur Hitler, comment allez-vous payer? Eh bien, il y aura une guerre et les perdants payeront. OK? Alors, bon. Alors, Ford aimait beaucoup Hitler. En fait, il a rendu beaucoup de services à Hitler. Ils ont produit, Ford et General Motors ont produit beaucoup de chars et d'avions pour le régime nazi. Moi, j'ai une photo, je ne l'ai pas apportée, mais vous pouvez la trouver sur l'Internet, où M. Henry Ford reçoit une médaille, donc de la part d'Hitler, par la main du consul général de l'Allemagne à Détroit, je crois que c'était en 1938, pour les services qu'il avait rendus à la cause allemande, c'est-à-dire à la cause nazie, c'est-à-dire à la cause de la préparation de la guerre. En même temps, des types comme Mussolini et Hitler avaient montré comment résoudre le deuxième problème donc, qui embêtait M. Ford et les grands capitalistes américains, c'est-à-dire ce péril rouge-là. Qu'est-ce qu'Hitler avait fait avec les communistes socialistes en Allemagne? Eh bien, tout d'abord, il avait fermé tous les syndicats, plus de syndicats, c'était très bien, trouvait Ford qui détestait les syndicats. Et deuxièmement, les communistes se trouvaient en quelques semaines à Dachau, dans les camps de concentration, parce que les prisons étaient archi pleines, alors il fallait établir des camps de concentration, pas pour les juifs, ça c'est plus tard, hein, mais pour les ennemis politiques des nazis, c'est-à-dire les socialistes, mais surtout les communistes, et beaucoup d'autres aussi. Alors, des types comme Ford, ils disaient, mais mon Dieu, cet Adolphe-là, c'est un type comme ça, hein. Et avec lui, on peut gagner de l'argent, et il n'y a plus de péril rouge. C'est formidable. Il disait en Amérique à ce moment-là, with Hitler, you can do business. Avec Hitler, on peut faire des affaires. Et lui fait notre affaire. Mais même mieux, parce qu'Hitler avait montré comment on pouvait éliminer le péril rouge donc, dans chaque pays. Hitler l'avait fait en Allemagne, Mussolini l'avait fait en Italie, et eux, en Amérique, ils espéraient avoir quelqu'un qui ferait la même chose en Amérique. Mais plus que ça, Hitler, dans Mein Kampf, avait écrit clairement quels étaient ses plans pour la guerre. Cette guerre qui devait venir, c'était la guerre contre l'Union soviétique, le berceau du communisme, la source d'inspiration des Américains rouges, n'est-ce pas? Alors quand, durant un dîner d'affaires d'un grand manager de, disons, IBM ou ITT, qui était là aussi implanté en Allemagne, et M. Göring, qui était le tsar économique du régime nazi, quand il parlait donc du bon business qu'on fait ensemble, sans doute, à un moment donné, un Américain a dit « Monsieur Göring, c'est un plaisir de faire des affaires avec vous, c'est formidable, et on va vous livrer ces camions-là, et ces chars, et ces avions, pas de problème. Mais alors, ça veut dire que vous préparez la guerre, n'est-ce pas? » Ah oui, oui, c'est certain, il y aura la guerre, ça c'est certain, il y aura la guerre. Et eh bien, c'est pas notre business, hein, parce que nous, on produit les choses, et là, vous achetez, moi je ne pose pas de questions. Mais entre nous, cette guerre-là, vous allez attaquer qui? La France? La Belgique, peut-être? Dis-moi, entre nous, hein? Ben non, Göring a dit, ben non, la France, ça ne m'intéresse pas, on va attaquer l'Union soviétique. Ouais, ça c'est intéressant. En fait, ça c'est formidable. Hitler, c'est un rêve, ce type-là, il fait tout pour nous. Il va non seulement, avec lui, on gagne de l'argent, il élimine les rouges, et maintenant il va exterminer, en finir avec la source du communisme en Union soviétique. C'est un type comme ça. Cette guerre, c'est pour quand? Il ne faut pas croire que les Américains, les élites américaines avaient peur de la guerre. Non, ils se réjouissaient déjà d'avance de cette guerre. C'est une guerre qui allait en terminer.
une fois pour toutes, avec ce problème qui représentait pour eux l'existence de l'Union soviétique. Okay? Alors, tous ces gens-là, ils ont produit pour les nazis. Je parle de Ford et de General Motors. À Rüsselsheim, à côté de Francfort, General Motors produisait surtout des avions Junkers 88, des bombardiers, qui, quelques années plus tard, ont bombardé la Belgique, la France, Londres, produits par les Américains. Okay? Ford à Cologne a produit surtout des chars et des camions. Vous savez, quand les Américains et les Canadiens ont débarqué en Normandie, ils ont capturé leurs premiers chars et camions allemands, ils ont regardé, c'était les mêmes moteurs qu'ils avaient dans leur camion. Okay? Autre chose, on faisait du business avec l'air, on y gagnait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous avez jamais réfléchi à ce problème de l'Allemagne nazie? L'Allemagne, pour gagner la guerre, a préparé une nouvelle formule, a utilisé une nouvelle formule de guerre. La guerre éclair, n'est-ce pas? Blitzkrieg, guerre éclair. C'était quel genre de guerre? Eh bien, les Belges, les Français, ils pensaient toujours 14-18, nous sommes là dans nos tranchées, ligne Maginot, où sont-ils? Quand ils arriveront, ce sera comme en 17 à Verdun. L'avantage, c'est la défense, n'est-ce pas? Alors, Hitler le savait, les Allemands savaient. Au lieu de ça, les Allemands ne sont pas arrivés, et tout d'un coup, ils étaient là, oui, mais là-bas et là-bas aussi. Parce qu'ils allaient arriver avec Stuka, avec des chars, avec l'infanterie, l'artillerie. Et en quelques heures, c'est terminé pour les Belges à Ebenemal, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, donc, le système guerre éclair. Mais pour faire la guerre éclair, il faut des chars rapides, des camions pour transporter les troupes en toute vitesse, n'est-ce pas, pour percer vers Abbeville. Hein. Il faut aussi encore de l'essence. Beaucoup d'essence. Où est le pétrole en Allemagne? Eh bien, la dernière fois que je suis allé en Allemagne, il y avait beaucoup de bière, surtout en Bavière, mais je n'ai pas vu de puits de pétrole. Alors, l'Allemagne devait et doit toujours importer chaque goutte de pétrole, d'essence. D'autre part, d'où venait l'essence avec laquelle les chars allemands ont percé sur Abbeville, Paris, plus tard, avant, Varsovie, plus tard, Leningrad? Eh bien, demandez à Texaco et demandez à Exxon. C'est eux qui ont fait. Et ils ont gagné beaucoup de sous là-dessus. En 1939, oui. En 1940, oui. En 1941, oui. Vous savez, en été 41, quand les chars allemands se trouvent devant Moscou et Leningrad, vous savez quel pourcentage de huile à moteur donc utilisée par les Allemands venait des sources américaines? Un chercheur allemand m'a montré le document. Donc, l'huile à moteur, très important, n'est-ce pas? Pour dire en façon belge, 96%, 96%. Alors, en fait, on peut dire, et un historien américain a écrit, que sans essence américaine, Hitler n'avait jamais pu envahir la Pologne, la France, la Belgique, l'Union soviétique. C'était impossible, impossible. Alors, pour les grands industriels américains, Hitler, le fascisme, ce n'était pas un problème. C'était un copain, c'est une solution. Parce que pour eux, en fait, le danger, c'était les rouges. C'est l'inverse. C'est une ironie de l'histoire. Que la guerre qui a suivi, dans cette guerre, les Américains sont battus, en fait, avec leur ennemi, l'Union soviétique, contre leur ami, l'Allemagne nazie. Et moi, j'ai trouvé quelque part, je cite dans mon livre, je cite un général américain, des généraux qui discutent pendant la guerre à West Point, ils disent, cette guerre est idiote, parce que nous battons contre le mauvais ennemi, avec le mauvais allié. Même pendant la guerre, les Américains, je parle des leaders américains, l'élite, ils détestaient l'Union soviétique. Ils n'avaient rien contre les nazis. Dans cette lumière-là, vous pouvez peut-être comprendre qu'après la guerre, les Américains ont protégé de grands criminels de guerre nazis, vous le savez, n'est-ce pas? Comme Barbie, Mengele, on leur a offert des passeports. Pourquoi? C'était des bons anticommunistes comme nous.
Ils les ont protégés. Et tout ce qui est antifasciste, on l'a foutu en prison. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. On a parlé de Brecht, justement. Hein, on lui a causé des difficultés. Parce que les antifascistes, on n'aimait pas. Mais les fascistes, c'était les bons, n'est-ce pas? Von Braun, il a quand même fait... Von Braun était membre de l'SS, de la SS, ça c'est certain. Alors bon, on pourrait continuer un peu et dire, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la façon dont les Américains sont supposés d'être entrés en guerre pour sauver les Juifs. Eh bien, c'était un mythe. Ce qui s'est passé, ce que Hitler faisait avec ces Juifs en Allemagne, n'avait aucun intérêt pour les industriels américains. Et pourquoi? Ils étaient antisémites eux-mêmes. Peu de gens savent qu'aux années 20, Henry Ford lui-même a écrit un livre très antisémite qui a inspiré Hitler dans Mein Kampf. Et dans son bureau, Hitler avait une photo d'Henry Ford parce qu'il l'admirait beaucoup. Pourquoi? À cause de ses convictions antisémites. Le racisme, est-ce que c'est un problème que pour les Américains que Hitler était raciste? Ah ben non, ils étaient racistes eux-mêmes. Les Noirs en Amérique, où ils sont en 45, quoi? Ben, nulle part, il n'y a pas après la guerre, quoi. Alors, on était racistes aux États-Unis, le fait qu'Hitler était raciste, pas de problème du tout. Alors bon, continuons un peu. C'est maintenant 1939, et la guerre éclate en Europe. Surprise, c'est pas la guerre qu'on avait attendue. Parce que Hitler n'attaque pas l'Union soviétique, non. Il a fait eu ce pacte entre Hitler et Staline, c'est difficile à comprendre. Et maintenant, ils attaquent la Belgique et la France. Mon Dieu, c'est compliqué l'histoire, n'est-ce pas? Bon, alors, est-ce que c'est un problème pour les industriels américains? Ben non. Ça nous est égal. Ça nous est vraiment égal. En fait, le business est excellent. Parce que maintenant, la guerre commence. Hitler a encore besoin de pétrole. Alors ça arrive. Hein. Ça arrive par l'Espagne, par exemple. Hein. Par l'Espagne de Franco. Sans aide américaine, Franco n'aurait peut-être pas gagné la guerre civile en Espagne non plus. Hein. Mais il y avait des grands supporters en Amérique, comme Mussolini et Hitler. Il était adoré par les élites américaines. Mais bon, alors c'est une guerre différente de ce qu'on avait pensé. Mais bon, alors la guerre contre l'Union soviétique, ça viendra encore plus tard peut-être. Mais entre-temps, on profite beaucoup de ça. Hein. On profite beaucoup. Les investissements américains en Allemagne, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Aux années 30, ça commençait. Et en 39, en 40, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais bien sûr, à un moment donné, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Je répète, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis, pas l'inverse. Beaucoup de gens croient que Hitler a déclaré, que les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais non, c'est pas vrai. C'est Hitler qui l'a fait. Et pourquoi il l'a fait, c'est autre histoire. J'en parle dans mon livre. Si ça vous intéresse, je vous laisse sur votre faim. Vous devez acheter mon livre pour savoir. Ou peut-être vous pouvez poser la question après la présentation. Mais alors, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Et il y a des gens, des fois, quand on parle de cela, du fait que des grandes associations, firmes américaines, avaient des investissements en Allemagne, d'ailleurs, on n'en parle pas normalement, hein, on n'en parle pas du tout. Hein, c'est un sujet tabou. Hein, mais si vous demandiez, par exemple, à un directeur de Ford à Détroit, est-ce que c'est vrai que vous aviez des investissements en Allemagne avant la guerre? La réponse serait oui, je crois. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous voulez savoir? Hein? Oui, alors bon, mais alors vous avez des investissements en Allemagne. Alors vous avez travaillé pour le régime nazi. Oui, mais pourquoi vous voulez savoir? Vous voulez poser des questions. Et si vous demandiez, par exemple, quand la guerre a commencé, vous avez livré des camions, etc. Oui. Mais oui, on était neutre, hein, attention. Hein. Alors là, il ne faut pas oublier qu'en 1939, en 1940, c'était la guerre en Europe, et nous, on était neutres, on avait tout de même le droit de produire et de vendre. Ça, c'était pas notre affaire. Hein. Les Suisses, les Suédois ont aussi vendu du matériel de guerre aux Allemands et n'importe qui, n'est-ce pas? Alors nous avions le droit. Mais oui, monsieur, mais après Pearl Harbor, quand il y a eu la guerre, quand Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé
avec vos investissements. Alors là, la réponse serait quelque chose comme ça. Ouais. J'ai jamais pensé à ça. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois réfléchir. Ah, oui. Les nazis, ils ont confisqué tout. Ils ont tout confisqué. Ah, bon, alors, non. En 1945, on a récupéré nos investissements. Ah oui, c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai? C'est un mensonge. Pas vrai du tout. Tout est resté comme auparavant. Les nazis n'ont rien confisqué. C'était, comme on dit en anglais, business as usual. Les affaires continuent. Et continuent bien. Même après Pearl Harbor, Ford, General Motors, IBM, ITT ont gagné beaucoup d'argent en Allemagne. Je parle par exemple de IBM. Vous savez, il y a un livre sur le rôle d'IBM sous le nazisme qui est assez connu. Et ITT produisait, ITT, le téléphone, Bell, produisait un des chasseurs les plus formidables des Allemands, là, ce chasseur de nuit, le Focke-Wulf. Ça vous dit quelque chose, Focke-Wulf? Pour ceux qui connaissent un peu l'équipement, le matériel de guerre des Allemands, c'était produit par ITT. Et vous savez, quand il y avait la guerre éclair, et voilà le petit Belge à Ebedémal qui attend l'arrivée des soldats allemands, et tout d'un coup, il y a des infanteries qui attaquent, il y a des Stuka, il y a des chars un peu partout. Les surprises étaient énormes. Mais est-ce que vous, je demandais, est-ce que c'était difficile pour les Allemands d'attaquer en même temps? Parce que les avions décollent, les chars attaquent, ils doivent arriver tous en même temps. Il faut des systèmes assez sophistiqués de communication. Qui a livré ces systèmes de communication? Voilà, ITT, Bell. Alors, la technologie, toute la technologie de la guerre éclair, dans un sens, a été fournie par l'industrie américaine. Mais revenons à nos moutons, pour ainsi dire, pendant la guerre. Alors, même après Pearl Harbor, les grands investissements américains en Allemagne ont continué à produire pour l'effort de guerre nazi. Et Hitler et les nazis ont continué à payer les factures. Qu'est-ce que les Américains ont fait avec cet argent-là? Et il y a encore d'autres questions concernant ce problème-là. Ford, par exemple, avait une usine gigantesque à côté de Cologne, au bord du Rhin, facile à identifier, même de 2 km ou 3 km. Pendant la guerre, les Alliés ont bombardé Cologne, toutes les églises, cathédrales, tous capoutes. Pas une seule bombe n'est jamais tombée sur l'usine de Ford à Cologne. À Cologne, les gens qui ont vécu la guerre vous diront que pendant un bombardement allié, l'endroit où on était en sécurité, c'était la grande usine de Ford au bord du Rhin. Pourtant, est-ce qu'on ne savait pas? Ben oui, on savait. Mais les Américains disaient, c'est à nous ça, on ne bombarde pas notre propriété. La même chose à Rüsselsheim. La même chose aux usines au côté de Stuttgart de IBM, on n'a pas bombardé. Pendant la guerre, tout de même, les Américains en Allemagne avaient quelques problèmes. Parce que, par exemple, la guerre éclair, ça devait marcher bien en Pologne. Ça marchait en Belgique et en Hollande, ça marchait en France, et ça devait marcher en Union soviétique. Ah oui, ça devait marcher. Quand la guerre a commencé en Union soviétique, en juin 1941, on a demandé à un spécialiste en Allemagne, ça va durer combien de temps là? 6 semaines. Ça sera terminé en 6 semaines. C'était l'avis donc du Oberkommandeur der Wehrmacht à Berlin. Et à Washington et à Londres, quel était l'avis des spécialistes là? Eh bien, on disait 6 semaines. À Washington et à Londres, on était d'accord 6 semaines. On a dit, je cite un général américain qui a dit, l'armée allemande va craquer l'armée rouge comme un œuf, comme ça. Et un spécialiste britannique a dit, l'armée allemande va passer, donc je ne sais pas comment le dire en français, mais va couper, donc l'armée rouge comme un couteau chaud dans le beurre, comme ça. Alors bon, ça commence bien, mais après 6 semaines, il n'y avait toujours pas la victoire, n'est-ce pas? Et la victoire n'est jamais venue. Ça voulait dire, parce que cette guerre éclair avait un côté militaire, mais aussi un côté économique. Parce que Hitler savait, il n'était pas bête, que l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale
pas à cause d'une infériorité militaire, mais à cause de cet encerclement par les Alliés et le manque de ressources telles le pétrole, etc. En fin de compte, les Allemands n'avaient plus rien en 18. Du point de vue militaire, ils étaient toujours très forts. Ils ont encore lancé une offensive gigantesque au printemps 18, vous le savez. Ils ont en fait, pour ainsi dire, arraché la défaite de la gueule de la victoire. Pour traduire l'image, quoi, métaphore anglaise. Alors Hitler savait que pour gagner une guerre, l'Allemagne devait gagner vite. Parce qu'une guerre prolongée, l'Allemagne ne pouvait pas gagner. Tandis que les amis de l'Allemagne, l'Union soviétique, les Britanniques, les Américains avaient des ressources partout au monde. Alors, victoire rapide ou défaite. Victoire rapide ou défaite. La victoire rapide vous permettra aussi de mettre la main sur les ressources des pays qui sont conquis, n'est-ce pas? Et bien sûr, ici, le grand prix aurait été l'Union soviétique. Parce que là, il y a le pétrole de Bakou et de la Tchétchénie. Ce n'est pas une coïncidence que c'est là qu'il y a des problèmes aujourd'hui, parce qu'il y a l'huile et le pétrole dans l'air quand on parle de ça, n'est-ce pas? Comme le Moyen-Orient en général. Hein? Alors l'idée de la guerre éclair était donc de battre l'Union soviétique, donc de mettre la main sur les richesses de l'Union soviétique, et après 6 semaines, les travailleurs allemands pouvaient rentrer chez eux pour aller travailler chez Ford, etc. Mais non, ils ont dû rester. Ils sont restés en Allemagne. Alors, un grand problème pour les industriels américains en Allemagne, ainsi comme pour les industriels allemands, c'est le manque de main-d'œuvre. Alors, quelle était la solution des Allemands? Esclaves. Esclaves. Des déportés. Ouvriers de la France, de la Belgique, de l'Ukraine, de n'importe où. Et en fait aussi, oui, tous ces camps de concentration. Les gens, on a tué des gens tout de suite, mais la majorité, ils ont dû travailler de jour et nuit. Et mais si on n'avait plus, quand on était tombés morts, pas de problème, il y en a d'autres qui arrivent. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y avait toutes sortes de grandes usines allemandes et aussi américaines, à côté d'Auschwitz, de Dachau, de Mauthausen. C'était pour exploiter la main-d'œuvre de ces gens-là. On sait que pour Siemens, Mercedes, Volkswagen, ils ont profité de ces systèmes d'esclavagisme, on dit en français, je crois, hein, des nazis. Est-ce que, par hasard, les usines américaines en Allemagne, pendant la guerre, ont utilisé des esclaves? Absolument. 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 Mais même des prisonniers de Buchenwald ont travaillé pour Ford. Et Ford leur a payé combien? 0. La bouffe était bonne dans la cantine? Non. Le taux de mortalité était élevé? Ah oui. Mais pas de problème, hein, pas de problème, parce qu'il y avait de l'ordre, il n'y avait pas de syndicat, il y avait la SS pour garder un œil sur vos ouvriers. Système formidable. Comme ça, les profits réalisés par Ford et General Motors pendant la guerre en Allemagne ont encore augmenté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? Eh bien, ils ont acheté beaucoup d'autres, ils ont investi encore plus en Allemagne pendant la guerre, encore plus. Le stock d'investissement américain en Allemagne était plus grand en 1945 qu'en 1939. Et quand on commençait à parler après la guerre des réparations allemandes aux victimes des nazis, alors des réparations allemandes, par exemple, à l'Union soviétique, comme après la Première Guerre mondiale, des réparations pour la France et la Belgique, et on a dit, oui, on va faire, d'accord, à Yalta, Téhéran, oui, certainement, les Allemands vont payer, pas de problème. Mais tout d'un coup, il y a eu un coup de fil de Détroit, à la Maison Blanche. Idiot. Idiot. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Vous êtes des idiots, là. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que ces usines-là, c'est à nous. Si vous permettez aux soviétiques de mettre la main sur les richesses de l'Allemagne pour avoir des réparations, nous, ce seront nos profits, c'est notre argent. Alors, ça ne va pas. Alors, d'accord, pas de réparation pour les soviétiques. Le début de la guerre froide, c'est un peu comme, pas seulement, il y a d'autres facteurs aussi qui ont joué un rôle, mais le refus, donc, des Américains
de permettre à l'Union soviétique de récupérer des réparations auxquelles ils avaient droit et auxquelles les Américains avaient consenti pendant la guerre. C'est tout ça qui a causé donc la guerre froide. Mais les Américains ont fait beaucoup d'argent. Ils ont aussi eu, même, ils n'ont pas investi tous ces profits en Allemagne même, parce que c'est pour ça qu'il y a les banques en Suisse, n'est-ce pas? Vous savez ça, il y a un petit pays, la Suisse, il y a des banques en Suisse, vous le saviez? Oui, il y a des banques en Suisse. À Bâle, par exemple, il y avait une banque qui s'appelle en anglais, je ne connais pas le nom en français, The Bank for International Settlements. La banque pour les règlements financiers internationaux. Une banque qui avait été créée aux années 20 en Suisse, surtout par des Américains et des Allemands. Et selon la constitution de cette banque, le grand chef, toujours un Américain, et le directeur, toujours un Allemand. Cette banque était là pendant la guerre, à Bâle? Oui. Et le président était américain? Oui. Et le directeur était allemand? Oui. Et le directeur allemand était nazi? Un grand nazi. Et ils se parlaient, ah oui, tous les jours, bon copain, tous les jours. Et souvent, il y avait des visiteurs de l'Allemagne. Et l'ambassadeur américain à Berne était souvent là-bas. On se voyait, on arrangeait des choses comme ça. Alors, c'est presque 100% certain que beaucoup d'argent américain, d'argent gagné par les Américains en Allemagne, a trouvé son chemin en Suisse par cette banque-là. Elle est toujours là, cette banque-là. Il faudra leur écrire une lettre pour demander si c'est vrai ou non, mais c'est presque certain. Alors voilà, c'est comme ça que, donc on a géré la guerre. Entre-temps, bien sûr, les batailles. On peut parler aussi de la façon dont les Américains ont fait la guerre. Pourquoi, par exemple, ils ont attendu de débarquer en Normandie jusqu'au moment où ce n'était plus nécessaire. Parce que des gens demandent souvent le tournant de la guerre, c'était quand? Et quand on regarde la télévision chez nous au Canada et aux États-Unis, et même en France, beaucoup de gens qui croient qu'à la Normandie. Juin 1944, en Normandie, les Alliés sont venus et c'était le début de la libération de l'Europe, c'était le début de la fin pour les nazis. Ben non, pas du tout, pas du tout. La guerre est terminée. Ben, pas terminée, mais le tournant c'est auparavant. Mais quand ça? Stalingrad. Mais non, même pas Stalingrad. Même pas. Le tournant de la guerre, je veux dire, et quand? C'est le 5 décembre 1941. Je vous ai expliqué que pour gagner la guerre, l'Allemagne devait gagner la guerre très vite. À cause de cela, ils avaient le système guerre-éclair. Ça marchait très bien en Pologne, en France, en Belgique, ça devait marcher très bien en Union soviétique, 6 semaines. On lance la guerre, juin, ça sera terminé, mi-août, on sera là, retour pour la rentrée, comme on dit en France, le 1er septembre. Eh bien, le 1er septembre, non, ce n'était pas encore la rentrée. Ah, hein. Ok, bon, alors, 8 semaines. C'est la fin septembre-octobre. Toujours pas. Donc, des succès gigantesques. Hein, je vous dis, je nie pas les succès donc, des Allemands au début, hein, et des pertes énormes pour l'Union soviétique. On pourrait parler de ça aussi, un thème très important. Parce que la seule façon de défendre, c'est en profondeur. Hein. Les Belges ont essayé d'arrêter les Allemands au canal d'Albert, les Français à la ligne Maginot, ça ne marchait pas. Hein. On devait se défendre en profondeur. Bien sûr, en Belgique, il n'y a pas de profondeur. Mais en Union soviétique, la profondeur. Mais bien sûr, on devait sacrifier ces troupes là-bas. Alors, ça, c'est autre chose. En tout cas, en octobre, c'est toujours pas fini. Et en novembre, c'est toujours pas fini. Et en décembre, le 5 décembre, c'est la première contre-attaque soviétique devant Moscou. Et ce jour même, on sait que les généraux allemands ont dit à Hitler, Mein Führer, nous avons aussi mauvaise nouvelle. Ah, mauvaise nouvelle. Oui, contre-offensive de l'Union soviétique, de l'armée rouge. Et ce sera dur et il faudra oublier cette idée qu'une guerre éclair vous apportera une victoire éclair. Et vous savez, sans victoire éclair, pas de victoire du tout. En fait, ces généraux lui ont dit à Hitler, ce jour-là, le 5 décembre, vous allez perdre la guerre. Nous allons perdre la guerre. Quelle année, s'il vous plaît? 41.
Le 5 décembre 41. Devant Moscou, quoi. Oui, devant Moscou. Le 5 décembre, hein, le 5 décembre. Parce que Hitler a dit, mais est-ce qu'on va tenir le front? Oui, on pourra tenir le front. Et Hitler a dit, mais on ne peut pas relancer une offensive au printemps prochain. Oui, mais l'élément de surprise ne sera plus là. Les stocks de pétrole commencent à ont disparu, et ce sera plus difficile. Alors, tout sera plus difficile. Et on a eu des pertes gigantesques. Les soviétiques aussi, mais eux, ils ont encore des réserves que nous n'avons pas. Et entre-temps, il y a toujours cette guerre contre les Britanniques. Hein, pas encore contre les Américains. Alors, ce jour-là, Hitler a compris que l'échec donc, de la politique, pour ainsi dire, de la guerre éclair, voulait dire qu'il allait perdre la guerre. Mais personne ne le savait. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que c'était Stalingrad le tournant de la guerre. Non, parce que là, Stalingrad, tout le monde a su. Après Stalingrad, tout le monde savait l'Allemagne va perdre la guerre. Mais Hitler le savait déjà un an auparavant. Alors, c'est le 5 décembre. Hitler est là. C'est merde en allemand. Qu'est-ce que je vais faire? Et il réfléchit. Et quelques jours plus tard, il ouvre son journal, le Völkische Beobachter. Regarde-moi ça. Il regarde ça. Japonais attaque Pearl Harbor. Surprise pour Hitler. Surprise pour Hitler. Grande surprise. Pourquoi surprise? Le Japon et l'Allemagne, c'est même des alliés. Hein? Oui, mais ne parlaient pas. Chacun des deux alliés avait ses idées de la guerre. Et les Allemands, quand eux, ils avaient attaqué la Pologne et après la Belgique, la France, l'Union soviétique, n'avaient jamais rien dit aux Japonais. Pourquoi? Peur d'espions. Hein? Alors les Japonais sont décidés d'attaquer les Américains, n'ont rien dit aux Allemands. Pourquoi? Peur d'espions. Alors pour Hitler, c'est toute une surprise. Il a lu dans le journal. Il a dit, oh, regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe au monde? Nous sommes en train de perdre la guerre en Union soviétique. Maintenant, il y a une autre guerre là-bas, à côté du monde. Ah, incroyable. Il a pensé, mais j'ai une idée brillante. Venez ici, les généraux. On va déclarer la guerre aux États-Unis. Il dit, moi, vous êtes con. Excusez-moi, mais ce ne serait pas très intelligent, monsieur le Führer, parce que nous avons déjà les problèmes en Union soviétique. Pourquoi déclarer la guerre aux Américains? C'est idiot. Nous avons déjà trop d'ennemis, nous allons déjà perdre la guerre. Ah oui, Hitler dit, mais moi, je suis très malin. Et moi, je sais ce qui va se passer. Moi, je ne dois pas déclarer la guerre aux États-Unis. Beaucoup de gens croient qu'Hitler devait déclarer la guerre à l'ennemi de son allié japonais, mais ce n'était pas vrai. Parce qu'en fait, quand Hitler a attaqué l'Union soviétique, par exemple, le Japon n'a pas déclaré la guerre à l'Union soviétique, n'est-ce pas? Ni à la France, je crois. Hein? Alors Hitler ne devait pas. Il dit, je vais le faire. Pourquoi? Eh bien, si moi je fais ça, sans devoir le faire, les Japonais, ce sont des gentlemen, eux, ils vont sans doute, j'en suis certain, déclarer la guerre à notre ennemi, à nous, à l'Union soviétique. Et comme vous le savez, dans la Mandchourie, là, il y a une frontière entre la Chine occupée par les Japonais, où il y avait d'ailleurs le gros de l'armée japonaise, et la Sibérie. Et beaucoup de gens s'attendaient qu'un jour, les Japonais allaient attaquer les Russes. Ils avaient déjà attaqué l'Union soviétique en 1939, n'est-ce pas? Vous le savez, vous ne savez pas? Oui, vous savez. C'était battu. Alors Hitler dit, moi je déclare la guerre à l'ennemi américain de mon copain japonais, et les Japonais vont dire, merci Hitler, vous êtes un trésor, on va déclarer la guerre à votre ennemi, c'est qui encore? Ah oui, l'Union soviétique. Alors c'est à cause de pour ça, j'en suis convaincu, qu'Hitler a déclaré la guerre aux Américains, qui est surpris. Parce qu'en fait, les Américains n'ont pas l'intention de lancer la guerre contre l'Allemagne à ce moment-là. Alors, c'est maintenant, l'Allemagne est en guerre contre les Américains, et les Japonais ont fait quoi? Ils ont dit, merci beaucoup. Et on vous souhaite bonne chance. Mais les Japonais n'ont pas déclaré la guerre à l'Union soviétique. Hitler avait espéré qu'en déclarant la guerre, en attaquant l'armée rouge en Sibérie, les soviétiques, comme ça, auraient dû faire la guerre sur 2 fronts, et comme ça, ils auraient encore eu un petit espoir de gagner. Mais les Japonais ne l'ont pas fait. Comme ça, l'Union soviétique a pu continuer la guerre sur le seul front Est, et pour les Allemands, la situation était pire.
Voilà, j'ai voulu éclairer un peu les choses dont je parle dans mon livre. C'est beaucoup, c'est peut-être déjà trop. Je vais arrêter ici et vous donner l'occasion de poser des questions, si ça vous intéresse. Merci.